C'est un sujet qui fait beaucoup de mal. Parce que je suis passée par des gros moments de down. Dans ces périodes-là, vraiment, ouais, non, j'étais éteinte. Bonjour Nonoche. Bonjour, Ça va? ça va très bien. Mais t'es toute timide. Mais qu'est-ce qu'il t'arrive, Nonoche? Non, je suis pas timide, voyons. Je suis plus timide. Non, t'es plus timide maintenant. Non, timide. Bah oui, parce que je le sais, je l'ai vu. Tu as dit que L'amour est dans le pré. Toi, tu as participé, Nonoche, à la saison 17. Avait été un changement radical Une dans ta thérapie. vie. Une thérapie. Voilà. Voilà. En plus, tu n'as rien déboursé. Rien du tout. Et ça t'a fait avancer. Exactement. Et tu vas pouvoir nous parler justement de tous les changements que t'ont procuré ta participation à ce programme L'amour est dans le pré saison 17, parce qu'il y en a eu beaucoup des changements dans ta vie, à titre personnel, à titre professionnel aussi, on va en parler. Pour rappel, tu avais eu une idylle rapide avec Gaël. Ouais. Hein, tu t'en souviens? Oui, oui. Oh bah Tu t'en oui. souviens mieux que moi. Je pense. Et ton autre prétendant, c'était Romain. Bienvenue en toute intimité, Merci Nonoche. beaucoup. J'aimerais qu'on commence par les bases ensemble. On met un peu de côté L'amour est dans le pré. Est-ce qu'on peut papoter autour de toi, autour de ton histoire de vie, voilà. Comment tu qualifierais ta vie de ta naissance à aujourd'hui? Oula. Ma vie de ma naissance à aujourd'hui, mouvementée, beaucoup de remises en question, Mhm. de merveilleux moments, très entourée, très 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 entourée même. Et franchement, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses que je voudrais changer depuis ma naissance, ne serait-ce qu'au niveau personnel, le confiance en soi et tout. Sinon, le reste, je ne me plains pas de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Tu as évolué dans quel cadre familial? Alors, j'ai mon papa et ma maman qui sont toujours ensemble à l'heure d'aujourd'hui. J'ai un grand frère et un petit frère. Donc, j'ai mon grand frère qui a 28 ans et mon petit frère qui va avoir 20 ans. T'étais au milieu. Ouais, je suis au milieu. C'est une position évidente. Au milieu de deux garçons, pas simple. Mais bon, j'ai su faire ma place, hein, j'ai un gros caractère. Ah bah ça, j'en doute pas. On a eu les trois la même éducation. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Mais comme j'étais la petite fille, je pense que j'étais un peu coucounée, quoi. Mais après, j'ai fait mes expériences seule. Et on a été éduqués dans le modèle, en gros, t'as un souci, bah, déjà tu te débrouilles par toi-même. Et si vraiment tu n'arrives pas à le régler, tu viens nous en parler et on trouve une solution ensemble. Donc là-dessus, je leur en veux absolument pas parce que je pense que c'est grâce à ça que je suis là où je suis aujourd'hui, quoi. Que je suis à la tête d'une exploitation, que je travaille de mes propres moyens. Et... T'as toujours su que tu voulais être à la tête d'une exploitation? Pas du tout. Pas du tout. J'étais en sanitaire et sociale avant. Ouais. Quand j'étais petite, j'avais toujours dit à ma mère, je voudrais être nounou, fumer des clopes et garder des enfants. C'est quoi ce combo bizarre? Parce que ma première nounou, elle fumait des clopes et elle gardait des enfants. Alors je voulais être nounou et fumer des clopes. Ok. Je ramassais ces mégots par terre. Et au final, tu fumes pas? Si. Ah. Voilà, mais je garde pas d'enfants. Oui, ok. Mais non, je voulais garder des enfants, donc je suis partie en bac sanitaire et social. Après, j'ai fait mon bac, ça s'est super bien passé et je me suis rendu compte que je voulais plus travailler avec les personnes âgées. Et après, j'ai fait un été en maison de retraite et je me suis rendu compte que non, c'était absolument pas fait pour moi. Alors, pourquoi tu pensais que ta vocation elle était auprès des personnes âgées et pourquoi après ton stage en maison de retraite, tu t'es dit que c'était pas fait pour toi? Bah, pendant mes stages, je travaillais comme une aide-soignante en stage. Donc je prenais le temps, j'avais le temps vers les patients, je discutais avec eux et tout. Et sauf qu'après, quand j'étais embauchée en tant que faisant fonction d'aide-soignante, bah, c'est la chaîne. On n'a plus le temps de prendre soin des patients, de rester 1 heure ou 2 vers eux pour parler. Et ça me plaisait pas du tout. C'est-à-dire, il y a une histoire de rentabilité aussi quand on s'occupe de personnes âgées? Ouais, je pense. Il faut que les chambres elles soient complètes et que ça aille vite. Et tout est cadré. Et moi, c'était pas du tout mon univers. Et clairement, qu'on se le dise, nettoyer des fesses toute la journée, non. Et je respecte totalement les personnes qui le font. Ma maman le fait aujourd'hui et
Enfin, je tire mon chapeau parce que moi, maintenant, je ne peux absolument plus. Je vais voir ma grand-mère en maison de retraite, ça me met des hauts le cœur, quoi. C'était dur pour toi d'y aller tous les jours? Ah non, non, quand j'y bossais, pas du tout, ça allait. Mais c'est après, je me suis dit, Nonoche, tu vas pas du tout passer ta vie enfermée là-dedans, pas du tout. Et les horaires d'un coup de matin, un coup de soir, un coup de coupé, non, 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 c'est pas fait pour moi. Alors, à quel moment l'exploitation agricole, elle est venue à Et toi? bah, juste après cette expérience professionnelle en maison de retraite pendant 2 mois, grosse remise en question, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Donc, comme c'était un mois de septembre, je suis partie en BTS sanitaire et social. Je me suis dit, ça va peut-être m'ouvrir des portes, voir autre chose et tout. Et pendant cette année de BTS, déjà, j'ai fait ma rentrée au mois de septembre. Au mois d'octobre, je me suis fait les croisés au rugby, donc j'ai été un mois arrêtée, je ne pouvais pas conduire, je ne pouvais pas aller à l'école, rien du tout. Après, j'ai refait une semaine d'école, je me suis fait opérer des amygdales, donc arrêté 3 semaines. En fait, j'ai fait un décrochage scolaire ouf. Donc, au mois d'avril, week-end de Pâques, j'ai pété un câble chez moi. Mes parents ne m'ont pas reconnue. Et ma mère, elle me dit, non, mais là, tu vas chez le médecin, il te fait un arrêt scolaire pendant une semaine. Et pendant cet arrêt, j'ai un supermarché qui m'a appelée pour que j'aille travailler chez eux. Donc, j'ai tout arrêté l'école et je suis partie travailler là-bas. T'avais un souci avec l'école? Arrivé en BTS, non, j'avais plus de problème. T'en avais eu par le passé? J'en ai eu collège, ouais, collège. Je te dis ça parce que tu sais que ça peut avoir une incidence, hein. C'est-à-dire que pense. même en arrivant à l'âge adulte, si tu as l'impression que tout est OK, tout va bien, parfois l'environnement te fait repenser à des choses que tu as vécues un Ouais. petit peu dans un système similaire, tu vois, et tu te dis, mais je comprends pas, tout va bien aujourd'hui, je comprends pas pourquoi ça va pas en fait. Mais c'était pas tant collège, c'était vraiment les moqueries, tout ça. Et là, au BTS, j'en avais pas du tout. C'était vraiment juste, je savais pas ce que je faisais là. T'étais perdu. J'étais perdue, c'était pour avoir un statut, quoi, vraiment. Ok. Et, Alors, tu faisais pour le faire. Ouais, voilà. Et du coup, gros pétage de câble. Et je me suis dit, bah, Nonoche, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et j'ai toujours travaillé à la ferme avec mon papa. Pendant les vacances scolaires, ma maman, elle avait un salon de coiffure. Ok. Et mon papa, la ferme. Donc, mon grand frère allait à la ferme avec mon papa. Et moi, j'allais au salon de coiffure avec ma maman. Sauf que j'avais horreur d'aller au salon de coiffure. Ah bon? Je détestais ça, nettoyer, rincer les couleurs, tout ça. Ma mère, elle peut le dire aujourd'hui, je tirais une gueule de 100 pieds. Je préférais largement aller à la ferme avec mon père. Et je me suis dit, bah, vas-y, pars en BTS agricole. Bah, tu verras si ça te plaît ou pas. Donc j'ai fait les démarches, j'ai fait des demandes dans plusieurs lycées et tout, et j'ai été acceptée dans un lycée avec aucune base agricole. Enfin, les bases de mon père, mais c'est pas des Bien bases scolaires. Tout en sachant que c'était une activité prenante, Ouais. tout en sachant que c'était une activité qui n'était pas forcément tout le temps hyper rémunératrice. Ah bah ça je le savais, oui. Tu le savais? Ouais, Bah ouais. oui. Et donc je suis partie en BTS, et là j'ai rencontré plein de monde, vraiment. On se dit, on va en BTS agricole, on va être dans une classe de mecs, il n'y aura pas de nanas et tout. En fait, pas du tout. Nous, dans la classe, on était plus de nanas que de mecs. Et franchement, une ambiance de folie. C'était vraiment 2 magnifiques années. Donc j'ai fait mon BTS, et pendant le BTS, on avait énormément de stages. Et j'étais dans une exploitation avec des vaches à traire en lait à compter, des vaches allaitantes pour la viande et des céréales. Donc je voyais un peu tout ce qui se passait dans le milieu agricole, en gros. Et je suis partie en agricole en ayant peur des vaches. J'avais la trouille des vaches. Et premier jour de stage, mon maître de stage, il m'a dit là, Nonoche, tu montes dans l'aire d'attente où les vaches sont toutes agglutinées pour aller se faire traire. Et je lui dis mais non. Il me dit si, tu montes. Et je suis montée, et les vaches, elles sont venues vers moi, je les caressais, tout ça. Et depuis ce jour-là, j'ai plus eu peur des vaches. Donc j'ai fait mon stage, mes 2 années de stage de BTS. Je suis partie en Australie aussi avec l'école, avec une copine de classe. On est parti 1 mois dans un élevage de lamas et d'alpagas. C'était super. Et en rentrant, il y a un ami à mon papa qui l'appelle un jour en lui disant écoute Jean-Luc, je pars en retraite, je voudrais vendre ma ferme. Donc voilà, si ça t'intéresse. Mon père lui dit bah, tu sais, les vaches, moi, pas du tout. Et moi, j'entends de loin qu'il y a des vaches, que c'est à côté de chez nous. Moi, je dis rien. Et dans les 2 semaines qui suivent, je réfléchis. Je me dis, oh, c'est pas mal cette ferme-là. C'est vraiment. Enfin, on est à 8 km de la ferme de mon père, qu'il avait avec mon grand frère, et la fameuse ferme à reprendre. Je me disais, c'est quand même pas mal. Et un jour, je suis rentrée chez moi, j'ai regardé mon père, je lui ai dit, papa, la ferme d'Hervé, je la veux.
Il a fait un peu la sourde oreille. Il me dit ouais, pas de souci. Il croyait vraiment que je rigolais. Et je dis non, mais je rigole pas. Je dis moi, de toute façon, la seule condition pour que je m'installe, c'est qu'il y ait un troupeau. Moi, je dis je veux pas passer tous les jours dans le tracteur. Je dis ça m'intéresse pas. Ça, je dis moi, je veux gérer un troupeau. Je veux que ça bouge, que ça soit pas tous les jours pareil et tout. Donc au début, il disait non, mais non, il ne va pas prendre des vaches et tout. Je dis si. Et du coup, on s'est mis autour de la table avec mon frère et tout. Et on a discuté des avantages et des inconvénients de reprendre l'exploitation et tout. Et puis après, on a entamé les procédures au niveau de la Chambre d'agriculture pour le parcours à l'installation, au niveau des banques pour savoir si oui ou non elles nous suivaient, au niveau de la DDT pour les autorisations d'exploiter, enfin, les papiers pendant 1 an. Donc tu savais que tu n'allais pas avoir une vie de bohème. Ah non, oui, ça je sais, oui, je savais complètement. Donc tu n'avais pas envie d'une vie de bohème. Non, moi il faut que ça bouge tout le temps. Il faut que ça bouge tout le temps, il faut que ce soit très cadré. Ah non, justement. Une exploitation, c'est très cadré. C'est très cadré, mais c'est pas cadré. C'est-à-dire que dans une exploitation agricole, on ne peut pas avoir un planning déterminé. Oui. C'est-à-dire que moi, je me lève le matin, enfin, avec mes associés, au début de semaine, on se dit, il faut faire ça, ça, ça. On se dit, demain, on va aller on va aller vider le fumier. Puis en fait, le lendemain, il pleut comme vache qui pisse. Oui, donc tu dois t'adapter aux conditions météorologiques. Donc on s'adapte tout le temps. Et aux aléas. En fait, tu prévois des choses et en fait, ça ne change pas. C'est de l'organisation tout le temps. Et c'est ça qui me plaît, c'est que tous les jours, je ne fais jamais la même chose. Tous les jours, j'apprends des choses. Tous les jours, je vois des nouvelles personnes. Et c'est ça qui est nourrissant. C'est une vocation pour toi ? Ouais. Et c'est une passion aussi. On peut se faire ce métier si c'est pas une vocation et si c'est pas une passion ? Je pense pas. C'est des horaires très contraignantes aussi, dans le sens où, alors oui, on a des périodes très calmes. Moi, ma période très calme, c'est de fin novembre à début mars. C'est-à-dire que toutes mes vaches sont en bâtiment, elles ont toutes fait le veau, je leur donne juste à manger le matin, le soir, et la journée, on ne peut pas trop aller dans les champs parce que c'est l'hiver. Voilà, c'est très calme cette période-là. Après, par contre, début avril jusqu'à fin novembre, j'ai les foins, la mise à l'herbe, après on a les moissons, on a les semis, enfin là ça bouge à fond, donc c'est des horaires qui partent de 6h le matin et en moisson on peut finir à 3h. Et tu peux partir en vacances ? Oui. Tu arrives à partir en vacances ? Du fait qu'on soit en société, qu'on ait 4 associés, on arrive à se dégager beaucoup de temps libre. Moi je sais que j'ai énormément de temps pour moi. J'ai un coach sportif, je fais du sport, je pars en vacances, je pars en week-end, là je suis 3 jours sur Paris. Voilà, je bouge énormément. Dans 2 semaines, je pars en Corse. Comment t'expliques, avec ton regard à toi, ton expertise à toi, le taux de suicide d'agriculteurs qui soit élevé aujourd'hui ? Franchement, ça c'est un truc... je comprends, oui et non. Parce que je comprends des fermes à l'heure d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça peut aller très bien et demain, ça peut être l'enfer. Dans le sens où on a énormément d'aides, PAC, de la politique agricole commune. On n'en dépend pas, mais ça nous aide beaucoup. Et il y a des gens, des exploitations, qui tournent que grâce à ces aides. Et il faut rendre des comptes tout le temps, justifier de pourquoi on fait ça, il faut rendre des comptes tout le temps. Et si on ne fait pas les choses dans le bon ordre ou comme il faut, ces aides, elles peuvent être retirées. Et là, c'est la descente aux enfers. Et pour ressortir la tête de l'eau quand tu descends, je pense que c'est très compliqué. Et après, moi, je ne comprends pas le sujet, donc c'est un autre sujet, mais je peux comprendre que tu n'aies plus de solution et que tu en arrives là, quoi. Pourquoi tu disais tout à l'heure, c'est quand j'étais au collège que j'ai connu beaucoup les critiques ? Quand j'étais au collège, parce que le collège, c'est la pire période pour moi. C'est tout le monde... j'ai toujours été grande, costaud, voilà. Donc pas dans le moule, clairement. Donc là, les mecs, la grosse vache, la machin, j'en prenais tout le temps. Et tous les soirs, je rentrais, je pleurais. Mais personne ne voyait que je pleurais, parce que je pleurais dans ma chambre et je voulais pas que les gens voient que je pleure. Donc je me suis forgée comme ça. Et en fait, quand j'étais en 6e, mon grand frère était en 3e. Et un jour, il a commencé à m'insulter. Enfin, il y avait une personne dans le collège qui m'insultait tous les jours. Et un jour, il a commencé à m'insulter et à insulter mon frère et mes parents.
Donc là, je me suis dit, bah là, ça passe plus. Donc je suis descendue voir mon grand frère qui était un troisième rugbyman avec toute sa bande de potes, des gros costauds. Je suis allée les voir et je leur ai dit, Gaguette, là, il s'en prend à toi, il s'en prend à papa, maman. Et en fait, dans le collège, il y avait deux Gaëtans. Un qui était tout petit et mon frère. Et lui, il était persuadé que mon frère, c'était le petit. Donc il dit, vas-y, amène ton frère, j'en ai pas peur. Et quand du coup mon frère est arrivé devant lui, l'autre il s'est littéralement décomposé. Et à partir de ce jour-là, ça a été terminé. Et pareil, un jour, j'en ai claqué un parce que vraiment, il allait trop loin. Et à partir du moment où je me suis rebellée, ça a été fini. Faut faire quoi dans ces cas-là? En parler. Pas rester seule, en parler. Moi, j'en parlais pas. Mais c'était pire. Ouais, moi je suis passée par des étapes, je me suis scarifée. Enfin, voilà, faut le dire. Faut pas avoir Comment peur on en arrive à se scarifier? Ben, je sais pas. Genre, on te fait du mal toute la journée. Quand tu rentres chez toi, il y a personne qui te fait du mal. Donc, bah, je sais pas, je pense que c'est la seule solution. T'as l'impression que t'es dans un truc où il faut que t'aies mal tout le temps. Donc je pense que t'en arrives... franchement, je pourrais pas expliquer. C'est-à-dire, c'était dur pour toi d'être au collège, de vivre la douleur du matin à la fin de journée au collège, de rentrer chez toi, d'avoir l'amour de tes proches. C'était trop différent comme émotion par lesquelles tu passais, tu crois? Oui, je pense, en vrai. Mais je pourrais pas expliquer pourquoi j'en suis arrivée à prendre mon compas et... Enfin, c'est des trucs cons, mais... Tu voulais que ça se voie? Non, parce qu'après, je mettais des pulls pour pas... Enfin, je sais pas. On dit souvent... Mais en fait, les mots, c'est des armes. Hein. Ah bah, carrément. Les mots, moi, je l'ai toujours dit, c'est comme une baguette magique. Tu peux dire quelque chose, c'est comme si je te faisais ça. Si tu l'acceptes, le mot que je suis en train de dire, mais laisse tomber, ça bouscule ta vie pour toujours, en fait. Ah ouais, les mots, je trouve que ça fait plus mal que des gestes. Donc, est-ce que tu penses pas que, je sais pas, parce que je n'ai pas connu moi ça, je cherche à comprendre, que c'était pour matérialiser une douleur que tu avais, comme si, bah, en fait, ça c'est les mots, bah voilà, en fait, les mots, ils sont là. Oui, je pense que c'est ça. Hein. C'est, bah, on m'a dit ça, bah tiens, j'ai mal pour quelque chose. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'avais ce besoin de me faire du mal, clairement. Ça a duré longtemps? Bah, de la 6e à la 4e, jusqu'au jour où je me suis rebellée. T'as quel âge aujourd'hui? J'ai 26 ans. T'as 26 ans. Tu penses que t'es encore marqué par tout ça? Oui. Oui, oui. Oui, ça a été très, très compliqué bah, jusqu'à l'amour et d'entrée. Non. C'est un sujet qui fait beaucoup de mal. Parce que je suis passée par des gros moments de doute. Dans ces périodes-là, vraiment, ouais, non, j'étais éteinte. Et quand la diffusion a été faite, que je recevais les premiers messages de critique ou quoi, ça a été très compliqué au début. Ça t'a rappelé le collège? Ouais. Ça t'a tout remis comme un boomerang dans la tête, quoi. Mais on grandit et on arrive à faire face. Et je me disais, là, pour les critiques sur les réseaux, c'est des gens, je pense qu'ils sont très malheureux aussi derrière leurs écrans. Et c'est leur manière à eux d'étaler leur haine, mais ça fait mal. C'est pas évident. Vu de l'extérieur, je crois qu'on ne peut pas se rendre compte en fait que ça te touche encore autant aujourd'hui. Parce que ce qu'on voit, vu de l'extérieur, c'est une nonoche qui va au front. Hein. Ouais. C'est une couverture, tu crois? Ah oui. Ouais. Oui, je montre très très rarement mes faiblesses. C'est pour ça que j'ai jamais vraiment beaucoup parlé de moi, de ce qui pouvait me toucher, de ce qui pouvait m'atteindre et me blesser. J'ai toujours fait la forte, j'ai toujours été là pour tout le monde. Je suis encore toujours là pour tout le monde. Mais moi, je sais que quand je vais pas bien, un gros pétage de câble ou quoi, où je vais vraiment pas bien, je vais en parler à 2 personnes autour de moi. On va discuter, je vais lâcher mon sac. Et dans les 3 heures derrière, c'est bon, c'est passé, c'est fini. Et je repars de plus belle. Mais je déteste qu'on ait pitié pour moi ou quoi. Je sais pas, c'est comme ça.
Donc c'est pour ça que petite, j'ai jamais parlé de ce que je vivais. Ouais, je me débrouille, en fait. C'est pas la solution, hein, je le sais, hein, parce que tu te renfermes sur toi et je pense que c'est aussi à cause de ça qu'aujourd'hui j'ai ces complexes sur moi, ce manque de confiance, tout ça, je le sais pertinemment. Quel complexe? Bah, je me mets pas en maillot de bain. C'est depuis les 2 ans que je remets des robes, des shorts l'été. Je n'aime pas qu'on voit mes cuisses, je n'aime pas qu'on voit mon ventre, je n'aime pas qu'on voit mes bras. Je me cache, en fait, derrière mes vêtements. Pour pas qu'on voit mes failles, en fait. Clairement. Pourquoi tu te caches comme ça? Parce que moi, je suis incapable de me regarder dans le miroir et de me dire « Oh, t'es belle, Nonoche. » Je suis incapable. Tu te trouves comment? Normal. Je suis incapable de dire mais non, un peu plus grâce à la diffusion et tout, et que les gens m'ont vu sans filtre, normal, dans la vie de tous les jours. J'ai un peu plus confiance en moi. L'été dernier, du coup, je suis partie en vacances avec des amis, j'ai mis le maillot de bain et tout, mais toujours avec un truc par-dessus. Enfin, c'est des trucs cons, mais je sais que moi, je gagne dans mon travail tous les jours. J'arrive à avancer un peu plus, et peut-être que plus tard... sans dire que je me baladerai à poil. Mais peut-être. Tu as fait un shooting en plus pour des sous-vêtements pour une amie qui lance sa marque. Ouais. Donc ça, c'est déjà un gros pas. Ça, je pensais jamais le faire. Tu t'es fait violence, là. Ouais. Mais c'était pareil, c'était une très belle expérience. Vraiment de poser un sous-vêtement pour sa marque et de savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des personnes qui portent le maillot où il y a ma silhouette, en fait. Mais ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que tu te dis que tu peux pas... T'as pas le droit de porter de maillot de bain, t'as pas le droit de porter de sous-vêtements, t'as pas le droit de mettre des shorts. Pourquoi t'aurais pas le droit de tout ça? J'ai le droit, mais moi je me l'interdis parce que... Bah non, toi tu t'octroies pas le droit. Ouais. Si tu te l'interdis, tu viens de le dire, je me l'interdis. Donc t'as pas le droit. Pourquoi t'aurais pas le droit? Je sais pas, parce que moi je m'aime pas. Ou un truc qui moule, je dirais oh non, on voit le bourrelet. Ou... Je suis insupportable à faire les magasins avec moi, c'est pas du tout une partie de plaisir. C'est pour ça d'ailleurs que je fais plus les magasins. Je commande sur internet comme ça. Moi, je suis chez moi, j'enfile, si ça me plaît, je garde, si ça me plaît pas. Tu penses qu'un jour tu vas pouvoir te délecter de tout ça? J'espère. J'espère fortement. T'aimerais? Ah oui. Complètement, oui. Non, et puis je sais que je sors dans la rue. Enfin, je savais, parce que maintenant, un peu moins. J'arrive un peu plus à extérioriser, on va dire. Mais avant, je sortais dans la rue, je me disais, mais attends, si je mets ça, comment on va me voir? Non, mais je peux pas mettre ça, regarde, on voit mes cuisses là, machin. Mais j'étais insupportable avant. Mais alors, c'est un sacré exercice que tu as fait de participer à L'amour est dans le pré aussi. Ah oui. Ah, il n'y a pas que le shooting en sous-vêtements, parce que L'amour est dans le pré, tu t'es exposé aux yeux de tous. Vraiment aux yeux de tous. Étant physiquement que... émotionnellement. Émotionnellement et tout. C'est ce que j'ai dit et répété à Karine. J'ai jamais autant pleuré que pendant tous les tournages de L'amour est dans le pré. Parce que j'ai jamais parlé de moi profondément, en fait. Et là, quand j'ai su que j'ai été prise à L'amour est dans le pré, je me suis dit, écoute, Nonoche, c'est soit tu le fais et tu le fais à fond, et t'as pas peur de parler et tout, soit tu le fais pas, sinon ça sert à rien. D'aller devant les caméras et de dire, bah voilà, moi c'est Nonoche, je veux un mec. Ben non, tu vas profondément parce que les gens en face de toi, ils vont t'écrire et ils vont se livrer aussi, ou sinon tu fais pas. Donc j'ai dit, bah allez, on y va. Et... Tout en sachant que les gens, qu'une certaine catégorie de personnes allaient te juger, allaient te critiquer aussi parfois. Est-ce que tu m'autorises à te lire un échange que tu as eu avec comment on appelle ça, un hater? Oui. Comment on dit un hater? Ça passe mieux quand on dit ça comme ça. Oui. Hein? Tu m'autorises? Oui. Tu as été confronté pendant L'amour est dans le pré à ce type de critique. Il y a un internaute qui te dit, t'es pas au régime. Tu lui réponds, j'ai besoin d'un régime. Par contre, t'as une répartie de ouf. Il te répond, bah malheureusement, vous souffrez d'obésité. Toi, tu dis, t'es professionnel de santé? Je t'ai demandé un avis médical? Il me semble pas. Un autre internaute se mêle à la conversation et dit, elle n'a pas tort, tu es une grosse vache. Qu'est-ce que ce sera à 40 ans? Est-ce que ça, même si
Tu vois, je te le disais tout à l'heure, tu vas au front, toi, sur les réseaux. Et franchement, c'est plutôt cool, je trouve. Parce que tu renvoies un message de « je t'ai rien demandé ». Ok? Mais est-ce qu'il n'y a pas de la souffrance quand même derrière ça? Ah ben, quand tu reçois le message, il fait pas plaisir. Hein. Et si tu veux, quand tu reçois ce genre de message, c'est tout le temps des comptes sans photo, qui s'assument pas en fait. Et c'est ça qui m'énerve. Si tu veux critiquer les gens, insulter les gens, alors mets une photo de toi pour voir toi comme t'es en fait. Parce que tu te permets de me juger, mais est-ce que t'es mieux que moi? Est-ce que t'es pire que moi? Est-ce que t'es... On sait pas. Donc ne juge pas les autres si tu es pas capable toi-même de t'afficher. Et quand j'ai reçu ce message-là, je me souviens, on partait à un repas en Normandie chez des amis. Il y avait mes parents dans la voiture, mon petit frère. Et en fait, j'avais fait une story sur Insta où j'avais fait un bonbon en Scooby-Doo, là, et je mangeais le bonbon. Et elle me répond à cette story en me disant ça. Et là, je sais pas, il y a 2 fils qui se sont touchés là-haut. J'ai dit non, mais celle-là, non. Non, je me la fais. Et du coup, j'ai répondu. Et de toute façon, je sais que ça sert à rien de rentrer à insulter ou quoi, parce qu'ils auront toujours eu le dernier mot. Juste, moi, je veux dire, bah, t'as voulu me dire ça, mais écoute, ça m'atteint. Clairement, je le dis, ça m'atteint. Mais ça m'atteint plus comme ça aurait pu m'atteindre avant. T'as dit ce que tu avais à dire. Moi, je sais qui je suis aujourd'hui, le travail que je fais sur moi-même. Donc, t'as voulu juste me faire un petit pic, mais vas-y, je le prends à la rigolade et puis je te dis merci. Et au final, je lui ai cloué le bec parce qu'elle s'attendait à ce que je lui réponde en l'insultant, mais ça sert à rien. Donc là, après cette conversation-là, elle a fini, elle a arrêté. Hein. Elle a arrêté. Hein. T'en as eu beaucoup des comme ça Oui. pendant L'amour est dans le pré? Ah oui, oui, oui. Surtout pendant la diffusion de La vie à la ferme. Et après, quand il y a eu la rupture avec Gaël, là, ça a été l'hécatombe. Mais au niveau du portrait, rien du tout. Par contre, portrait... Pourquoi ça a été l'hécatombe au moment de la rupture avec Gaël? Parce que je faisais pas le choix que les gens sur leur canapé auraient aimé que je fasse. Les gens sur leur canapé, ils auraient aimé que tu fasses quel choix? Bah, que je reste avec Gaël et que voilà, quoi. Parce que d'après eux, en face de moi, j'avais une pépite et qu'il fallait pas que je la laisse passer. Alors je savais très bien qu'en face de moi, j'avais quelqu'un qui était super. Mais c'était pas le quelqu'un super qui me correspondait. Bah ouais, tu te connais mieux que les gens sur leur canapé quand même. Voilà. Et c'était quoi les critiques que tu recevais par rapport à cette rupture? Bah, je pourrais t'en sortir plein. J'ai gardé toutes les captures d'écran, mais... Ah, tu les gardes? Mais non, mais j'avais gardé, parce que j'envoyais à Guillaume, à Noémie, enfin à tous les gens avec qui j'étais en contact, mes potes aussi, pour justement leur dire, pas garder pour moi. Regardez ce que je reçois et aidez-moi, quoi, en gros. Oui. Me laissez pas Ouais, seule. non, me laissez pas seule. Et non, j'ai reçu faut pas te plaindre, faut pas te plaindre. De toute façon, en gros, j'avais l'opportunité de trouver quelqu'un, je l'ai pas saisi. Faut pas que je me plaigne derrière parce que je suis moche, je suis grosse, je suis machin, je suis ci, je suis ça. Donc en gros, je retrouverai personne. Donc et des insultes, mais t'avais l'impression que j'avais commis un meurtre chez eux. Hein. Parce que j'étais pas restée avec Gaël à la fin de l'émission. Mais comme je leur ai dit, on n'est pas dans... C'est pas de l'acting, quoi. On est dans une émission où c'est des vraies personnes et on joue pas avec le cœur des gens. Je savais que moi, avec Gaël, je pouvais pas aller plus loin. Donc ça servait à rien que je reste avec lui pour le larguer 15 jours après, quand l'émission était terminée. C'était pas du tout mon intérêt. C'est pas le but de l'émission. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, j'en ai pris pour mon grade. Mais en même temps, ça t'a aidé. Oui. Cette émission. Oui. Ah non, carrément. Et on va en parler, on va revenir dessus. Quand tu me disais tout à l'heure que tu me racontais, tu me parlais un peu de ton enfance et tu disais au départ, je voulais être nounou. Est-ce que tu faisais référence à une assistante maternelle que tu as connue? Et je sais que ça t'a beaucoup touché, ça t'a beaucoup suivi émotionnellement au cours de ta vie. C'est chiant. Pardon. Non, c'est pas grave. Tu préfères qu'on n'en parle pas? Ah non, je peux en parler, il n'y a pas de souci. Aucun souci. Tu as vécu un drame qui a bouleversé ta vie. Ton assistante maternelle a été touchée de 2 balles de fusil de chasse tirées par un voisin. Et tu as confié, aujourd'hui pour moi, c'est un peu un jour particulier. Je crois que c'était ton anniversaire. Hein. C'est la veille de mon anniversaire. J'ai de l'émotion. Il y a 10 ans, je vivais un des plus gros traumatismes de ma vie. En fait, il y a 10 ans, mon assistante maternelle, ma nounou, ma deuxième maman, a été assassinée dans mon village, la veille de mon anniversaire. Résultat, tu associes un peu la période de ton anniversaire à cet événement tragique. C'est ça, hein? Oui.
Et les années qui ont suivi le 31 janvier 2013, il y a eu beaucoup d'événements malheureux qui ont gravité autour de mon anniversaire. Donc depuis pas très longtemps, mon anniversaire redevient un jour joyeux, on va dire. Ah. Ouais, il y a eu la mort de mon grand-père, la mort du papa d'une amie très proche. Enfin, il y avait plein de trucs qui se passaient autour de mon anniversaire. Et vraiment, j'avais l'impression que je portais la poisse, quoi. Et là, ça fait 4 ans que mon anniversaire, ça redevient mon jour, quoi. C'est bien. Ouais. C'était cette nounou à laquelle tu faisais référence tout à l'heure? Non, la première, c'était ma première nounou que j'ai eue, qui est aujourd'hui, je suis encore très proche d'elle. Son mari, c'est mon parrain. C'était ma nounou jusqu'à mes 3 ans, il me semble. Et après, donc, je suis allée en nourrice chez Marielle, donc la fameuse assistante maternelle, dans le village où on habitait. Et là, de mes 3 ans jusqu'à mes 13 ans, j'étais en nounou chez elle. Et vraiment, c'était ma deuxième maman, parce qu'elle m'avait du soir au matin quand j'étais pas à l'école et pendant les vacances scolaires, quand on était petits, tout ça. Et après, c'est devenu des amis à mes parents, donc on était vraiment proches. Ils venaient manger à la maison, on allait manger chez eux. Donc vraiment, on était très très proches. Et le 31 janvier, ça a basculé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux te demander? Oui. En fait, dans le village, on avait un voisin qui était un peu dérangé. Et il y a eu beaucoup de plaintes à son égard par les gens de la commune. Parce qu'il allait couper les arbres chez le voisin, il allait déposer ses poubelles chez les voisins. Enfin, il faisait plein de trucs bizarres. Et nous, quand on est arrivé dans le village, on nous a prévenus, on nous a dit faites attention, lui, il est un peu chelou, quoi. On ne sait pas trop sur quel pied danser avec lui. Et 2-3 mois après qu'on soit arrivé dans le village, mon papa, il s'est retrouvé avec les fils de gasoil coupés sur la moissonneuse. Enfin, plein de petits trucs bizarres. Et donc, tout le monde s'en méfiait. Clairement, nous, petits, on en avait la trouille, clairement. Et donc, le 31 janvier 2013, Marielle, sur les coups de 11h30, descend à l'arrêt de bus pour récupérer les enfants dont elle avait la charge. Et en fait, lui, il était posté derrière son muret. Il l'attendait, fusil en joue. Et quand il l'a eu dans le viseur, il a tiré. Donc, il a tiré une fois dans la tête pour la battre, clairement. Et après, dans l'épaule, je crois. Et Marielle avait une poussette avec une petite de 3 ans dedans, 2 ans, 3 ans. Donc le médecin légiste pense qu'elle l'a vue parce qu'elle a mis son bras comme ça et elle a poussé la poussette et la poussette a fait un tonneau et la piotte était pendue dans le vide par le harnais de sécurité de la poussette. Mais la piotte n'a rien vu parce qu'il y avait le panier sous les poussettes qui cachait. Donc Marielle est tombée au sol. Il y a un premier voisin qui a entendu le coup de feu, donc qui est sorti, qui a vu ça, qui est vite allé chercher un autre voisin. L'autre voisin est venu et a pris la petite. L'autre est resté vers Marielle pour la tenir réveillée et tout. Et lui, il est rentré chez lui. Et il s'est posté derrière sa baie vitrée comme ça à regarder. Donc à cette période-là, mon papa était maire du village. Et donc il reçoit un coup de téléphone, les pompiers, machin, accident avec arme à feu dans le village, machin. Et mon père, il a tout de suite compris. Donc il est allé. Et quand il est arrivé, il y avait déjà les pompiers. Et la première chose qu'il a vue, c'était lui qui était qui était derrière sa baie vitrée en train de regarder sa scène, en fait, ce qu'il avait fait. Donc il a tout de suite dit mettez un camion de pompiers devant, parce qu'il sort, il fait un carnage là au milieu. Et donc après, il y a l'hélicoptère qui est arrivé. Ils l'ont héliporté et tout. Et les gendarmes sont arrivés, ils lui ont demandé de sortir. Il s'est rendu tout de suite. Et en fait, après, pendant les auditions et tout, il a dit qu'il avait fait ça comme un acte de chasse, quoi. Il tirait sur une biche. Et donc, elle est restée 3 mois dans le coma. Et ses enfants et son mari ont décidé d'arrêter les soins, d'arrêter les machines, parce que Marielle avait toujours dit que s'il lui arriverait quelque chose un jour, elle ne voulait pas être dans un fauteuil pour pouvoir rien faire, parce que c'était une femme magique qui faisait plein de choses et tout, donc elle voulait pas rester comme ça. Donc ils l'ont débranchée et elle est restée presque 24 heures, il me semble, je me souviens plus trop, mais presque 24 heures sans machine. Et après, elle s'est éteinte, elle est partie. C'était un fou? Alors, il a été pas jugé fou. D'accord, donc c'était un acte conscient? Très conscient. C'était jugé comme étant un acte conscient? 83 ans, une pile au cœur, donc il n'avait plus rien à perdre.
Mais même 83 ans, une pile au cœur, comment on peut dire j'ai tiré sur cette dame comme j'aurais tiré sur une biche? Ah ben, ça, on se demande. Il a été en prison? Ah oui, il a fait 1 an de prison. Après, Seulement un an? il y a eu le jugement. Heureusement, il y a eu le jugement très rapidement. Donc, il a été reconnu coupable et Marielle a été reconnue victime. Et il est décédé 3-4 mois après le jugement. Donc, au final, il a fait 1 an et quelques mois en prison, quoi. Mais il a été reconnu coupable, donc c'était le plus important, en gros. Mais ouais, c'était une très, très grosse épreuve dans ma vie. Mais t'en as eu quand même, mine de rien, des Ouais. épreuves. Hein. Ouais, mais ça forge, on va dire. Bien sûr que ça forge. Je comprends mieux pourquoi tu dis maintenant que l'amour est dans le pré, ça a été une étape vraiment changeante Ah oui. pour Ah toi. oui. C'est comme s'il y avait eu un petit peu un avant et un après. Hein. Exactement. C'est comme ça que tu l'as vu? Mm. Comment ça se passe à partir du moment où tu envoies ta candidature? Déjà, est-ce que c'est toi qui l'as envoyée? Ah bah non. Non, non. Bah oui, bah non. Ah non, jamais. Mais t'en mourrais d'envie. Non, franchement, non. C'est vrai? Mais ça faisait quelques années qu'on en parlait souvent en soirée. Ouais, Nonoche, tu vas faire l'amour est dans le pré. J'ai dit oui, oui, oui. Et c'est vrai qu'en soirée, un coup, on avait regardé le règlement de l'amour est dans le pré pour pouvoir s'inscrire. Et il y avait marqué minimum 30 ans. Je dis, mais les gars, je dis, c'est pas la peine. Je dis, j'ai pas 30 ans, je serai jamais prise. Et du coup, donc on a laissé tomber et tout. Et un jour, j'ai une copine qui m'appelle et qui me dit, Nonoche, j'ai quelqu'un qui voudrait te parler de la production de L'amour est dans le pré. Je dis, de quoi? Elle me dit, bah oui, j'ai envoyé un mail pour t'inscrire. Donc c'était pour... Elle m'avait inscrit pour la saison 16. Ah ok. Et la personne qui l'avait appelé lui avait dit, bah on a déjà tous les candidats pour la saison 16, mais on garde sa candidature pour la saison 17. Et donc du coup, au mois de juin, elle m'a rappelé en disant, bah je vais échanger avec Nonoche, savoir si oui ou non elle pourrait nous intéresser ou quoi. Je dis, ouais, vas-y, passe-moi le téléphone. Et donc, du coup, c'est Anne que j'ai eu au téléphone et on est resté presque 2 heures au téléphone la première fois. Oui, il y a eu un feeling alors. Ah ouais, très très bon feeling. Pareil, on a échangé sur tous les aspects de ma vie, mes relations, tout ça. Et à la fin, elle m'a dit non, mais Nonoche, moi je te veux dans l'émission. J'étais dans mon tracteur. Je dis, ah bon? Elle m'a dit, ah oui, oui, t'es un rayon de soleil, moi je te veux dans l'émission. Je dis, oui, oui, elle dit ça comme elle doit dire ça à tout le monde. Mais non, non. Après, elle me rappelle 3 semaines après. Elle me dit, bon, bah, début août, je viens chez toi faire des screens de ton exploitation, de chez toi, pour pouvoir présenter à la production, à Karine, tout ça. Je dis, d'accord. Alors, elle est venue. C'était la course. Il pleuvait et tout. C'était les moissons. C'était une horreur. Donc, on a fait les screens, tout machin. Et à la fin de la journée, elle me dit, je te rappelle fin août pour te dire si oui ou non t'es prise ou pas. Je dis, ok, pas de souci. Fin août, pas de nouvelles. Je dis, oui, bon, c'est bon, c'est réglé, je suis pas prise. Et 10 septembre, je me souviens, très bien. Coup de téléphone qui sonne, je mangeais chez mes parents. Oui, c'est Nanouche, l'amour est dans le pré, je t'appelle pour te dire que tu feras partie de la saison 17. Et moi, je suis debout dans la salle à manger chez mes parents, au téléphone comme ça. Elle me dit, t'es là, Nonoche, ça va? Bah... je sais pas s'il faut je rigole, je pleure. Elle me dit, mais t'inquiète, ça le fait à tout le monde. Alors, il faudrait que tu viennes la semaine prochaine signer les contrats. Et en fait, ça s'est enchaîné comme ça. Et j'ai pas eu le temps de me poser la question, oui ou non, est-ce que tu le fais, est-ce que tu le fais pas? J'ai dit, bah allez, go. Tu t'es lancé. Ouais. Et du coup, après... En avant. Ah, donc toi, t'as été validé pour ta saison 17 pendant que la 16 était venait de commencer en diffusion. Ouais, quoi. c'est ça. Mais t'as toujours regardé un peu L'amour est dans le pré? Pas du tout. C'est pas vrai? Pas du tout. J'ai regardé une année. Alors, c'était, je crois, il y a 8 ans. Parce qu'il y avait François. Et François était le cousin de mon ancien associé. Et c'était à côté de chez moi. Donc, on avait regardé comme ça. Mais sinon, j'ai jamais trop vraiment regardé L'amour est dans le pré, quoi. Donc, j'ai regardé la saison 16 quand je savais que j'étais prise pour la 17 pour savoir un peu. Comment ça se passe dans le milieu agricole? Est-ce que tout le monde adore L'amour est dans le pré? Est-ce qu'il y a des agriculteurs qui disent ah non mais pas pour moi, pas du tout? Pour s'inscrire, les agriculteurs? Je sais pas, la représentation des agriculteurs dans L'amour est dans le pré, comment c'est vu dans le Alors, milieu? il y a beaucoup d'agriculteurs qui regardent L'amour est dans le pré,
mais il regarde pas pour les histoires d'amour, mais pour savoir, bah tiens, il a quel matériel dans sa cour de sa ferme, il a quelle vache, ses bâtiments sont comment. C'est beaucoup comme ça. Après, c'est surtout les femmes d'agriculteurs qui regardent L'amour est dans le pré. Mais non, c'est bien vu. Après, moi, j'ai beaucoup d'agriculteurs autour de moi qui m'ont dit, mais moi, jamais de la vie. Moi, je te tire mon chapeau parce que jamais de la vie, je ferais ça. Je dis, moi aussi, je disais, jamais de la vie. Ben ouais, mais pourquoi alors passer le cap? C'était si compliqué que ça pour toi de faire des rencontres, de converser avec des personnes? Ben, oui et non, dans le sens où moi, je sors énormément. Je bouge tout le temps, je suis jamais chez moi. Donc, je rencontre énormément de gens tout le temps, mais j'avais ma part de timidité qui me disait, et de non-confiance en moi, surtout. Je pense que maintenant, j'ai compris que c'était pas de la timidité, mais de la non-confiance. C'est ça. Qui me disait, ben non, tu vas pas parler à ce garçon-là, parce que de toute façon, il va te recaler et basta. Donc, j'ai jamais passé le cap. T'avais déjà eu des mecs? Oui. Beaucoup? Non. Tu les collectionnais? Non, absolument T'étais pas. une baroudeuse? Absolument pas, ça se saurait. T'avais autant de mecs que de vaches? Non, c'est une petite blague. Non, j'avais autant de mecs que j'avais de taureaux, donc 3. T'avais déjà été amoureuse? Oui. Très amoureuse? Bien amoureuse, oui. Après, je sais pas si c'était vraiment... mais c'était mon premier amour, donc... Oui. Mais non, j'ai eu 3 vraies relations, on va dire. Et t'as été amoureuse 3 fois? Non, je pense pas les 3 fois. C'est souvent après, avec du recul, qu'on arrive à savoir si c'était de l'amour qu'on avait ou pas. Hein. Bah, quand tu rencontres des nouvelles personnes et que tu as des nouveaux sentiments qui arrivent ou quoi, et que forcément tu compares avec avant, et tu te dis, bah là, non, je ressentais pas ça. Quand, Il aime bien nous tromper, l'amour. Hein. Ouais. Il aime bien nous faire croire que c'est de Bizarre, l'amour et un petit peu après, il te dit, bah en fait, je t'ai bien eu, ça n'en était pas. C'est ça, non. Non, mais oui, je pense une fois vraiment amoureuse, oui, mon premier amour. Qui m'a bien fait galérer. Mais... Pourquoi il t'a bien fait galérer? Ouais, parce que on était jeunes et c'était un peu fuis-moi, je te fuis. Et voilà, donc on était ensemble, après puis ensemble. Et ça a duré 3 ans, mais 3 ans avec 36 coupures dedans, quoi. Ah oui. Et on n'arrive pas à se lâcher hein, quand c'est comme ça. Non. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus du tout aucun sentiment amoureux entre nous, mais on se parle très bien, on est voisins, limite, tout va très bien. C'est mon pote maintenant. Et alors, l'amour est dans le pré? T'étais persuadée que t'allais rencontrer, pour le coup, chaussure à ton pied, Ouais. et ça l'a pas fait. Non. Ni avec Romain, ni avec Gaël. Gaël, merci. Non, ça l'a pas fait. Mais en fait, je me suis rendu compte pendant les tournages à L'amour est dans le pré que j'avais beaucoup de choses qui n'étaient pas réglées en moi. Ah. Et pourtant, je suis partie à L'amour est dans le pré en étant persuadée que vas-y, c'est bon, je suis prête, il n'y a aucun souci. Et au fur et à mesure des choses, quand ça avançait, et que je me posais des questions, parce que du coup, il y a des gens, ils ne comprennent pas que quand on fait le tournage de L'amour est dans le pré, on est pendant le séjour à la ferme, on est 4 jours, 24 heures sur 24, avec les garçons, avec les caméras, avec tout ça. Et toute la journée, on a des interviews de la journaliste qui nous demande « Mais toi, si tu as dit ça, c'est pas parce que tu penses ça, mais pourquoi tu l'as dit à lui, mais pas à lui ?» Et du coup, pendant tout le tournage, on réfléchit, et on se pose énormément de questions qu'on ne se poserait pas dans la vie de tous les jours. Et donc moi, je comprends les couples où c'est l'amour fou dès les 4 jours à la ferme, en fait. Je comprends les coups de foudre, les coups de cœur, mais je les comprends totalement. Moi, ça ne l'a pas fait, mais par exemple, Guillaume et Noémie, que ça a marché tout de suite, ou même des couples d'avant, enfin, je les comprends. Parce que t'es tout le temps, on cherche la petite bête tout le temps. Et toi, pourquoi ça l'a pas fait? En fait, si tu veux, moi, ça l'a pas fait parce que au début, moi, pendant l'ouverture des courriers, si tu veux, j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour la lettre de Gaël. Déjà, en fait, moi, quand j'ai ouvert les courriers, j'ai lu les lettres, mais j'ai pas regardé les photos. J'ai regardé les photos que après. Si la lettre me plaisait et que la photo me plaisait pas forcément, je prenais quand même un speed dating. Ok. Parce que je voulais creuser. Il n'y a pas eu une lettre que tu as lue qui t'a bien plu ou à un moment, tu t'es dit « Ok, j'adore la lettre, je regarde la photo et… » Si, mais j'ai quand même invité en speed dating.
Malgré tout. Malgré tout, oui. C'est bien. Hein. Je me suis dit, bah, faut creuser. Il n'y a pas que le physique. Bien sûr. Je suis pas Beyoncé, donc on va creuser. Et donc, du coup, j'ai fait ça pour les courriers. Et quand j'ai lu la lettre de Gaël, vraiment la lettre que moi-même j'aurais pu écrire. C'est-à-dire les petites pointes d'humour là où elles étaient, les petites blagues, à en dire sur lui, mais pas trop, pas à me complimenter de la tête aux pieds pendant tout son courrier. Vraiment, j'ai vraiment bien aimé sa lettre. Après, j'ai regardé les photos, bah, c'était complètement le style que j'avais en tête du mec que je voulais. Donc, je dis, bon, bah lui, coup de cœur, il vient au speed dating. Après, j'avais eu les autres courriers. J'ai pas eu d'autres coups de cœur, mais j'ai eu des choses qui m'ont plu dans les courriers. Donc, j'ai invité en speed dating. Quand on a fait les speed dating, donc j'avais Romain, Guillaume, Maxime et Gaël. J'en avais invité 5, mais il y en a 4 qui sont venus. Et donc, Romain en premier. Donc, Romain, ça s'est bien passé le speed dating, voilà. Mais j'ai pas eu le petit truc. Après, j'ai eu Guillaume. Donc, Guillaume, très gentil, vraiment, je pense que quelqu'un qui aurait pu me correspondre. Mais je l'ai senti comme si c'est moi qui allais devoir le couver et tout. Et c'est pas du tout ce que je recherchais. Donc, j'ai pas voulu continuer. Après, j'ai eu Maxime. J'ai rien ressenti du tout. Et j'ai dit non, c'est pas possible, ça le fera pas. Et après, j'ai eu Gaël. Donc là, Gaël est arrivé au speed dating fermé. Fermé. Et là, je me suis dit, non, il faut que tu détendes l'atmosphère parce que déjà, de un, tu vas être déçu. Et de deux, ça va être très long les 10 minutes s'il ne se passe rien. Donc, j'ai lancé la petite blague du match à Toulouse parce que dans le courrier, il m'avait dit j'espère que tu n'es pas pour le stade toulousain. Donc, j'ai lancé la petite blague. C'est bon, ça a détendu l'atmosphère. Et j'ai dit, bah si, Gaël, c'est bon, ça va le faire, tu vois. Donc, je suis allée annoncer mon choix après. Gaël, Romain voulaient venir à la ferme et tout, donc ils sont venus. Et arrivé à la ferme, ça se passait plutôt bien. Romain, j'arrivais à avoir que des conversations professionnelles avec lui. Parce que lui, il était technicien agricole, donc il s'y connaissait dans le métier. J'arrivais pas à avoir d'autres conversations que ça avec lui. Mais tu cherchais pas un technicien agricole, non, hein. T'as tout ce qu'il faut. Ouais. Non, et j'arrivais pas. Je sais pas, j'étais tendue avec lui. Et donc, il est parti 2 jours après. Après, Gaël s'est ouvert un petit peu. Mais c'était très compliqué pour Gaël de parler dès que les caméras étaient allumées. Et ce que j'entends complètement. Ah oui. Parce que c'est pas facile tous les jours non plus. C'était pas facile non plus pour moi tous les jours. Et du coup, après, avec Gaël, ça s'est super bien passé, tout. Mais quand on se retrouvait que les deux sans les caméras, bah, c'était un peu monotone, ça bougeait pas trop. Donc, je savais pas trop sur quel pied danser. Ça doit être dur d'annoncer ce que tu dois annoncer à un moment donné. Mon Dieu, comment je me suis mis à ta place. Comment on fait pour dire, bon, bah écoute, bah non, ça va pas le faire, c'est pas possible, au revoir. Tu brodes, hein. Tu brodes, tu dis, mais si je dis ça, comment il va le prendre? Parce que moi, c'était pas mon but de faire du mal. Bah bien sûr. C'était absolument pas mon but. Et tu te dis, mais dans tous les cas, tu lui feras du mal parce que lui, il t'a écrit, s'est livré, il a fait les efforts de venir. En plus, il t'aidait pas trop, hein. Ah non. Il comprenait pas trop, hein. C'est-à-dire que la tâche, pour toi, elle était encore plus compliquée. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a tourné, quand on a fait que je lui ai annoncé son départ, qu'il fallait qu'il parte, on était dans les grottes de l'Ermitage chez moi. Et en fait, on était assis et dans le trou derrière, il y avait 2 visiteurs des grottes qui étaient à genoux comme ça et qui me regardaient. Non, et moi, j'avais la public, caméra d'un côté, Romain en face de moi et les 2 personnes dans le trou. C'était affreux. Donc, je suis annoncée comme j'ai pu en mettant les mots et vraiment, c'est quelqu'un que je respecte entièrement et que je remercierai toujours d'avoir fait le pas de m'écrire. Et je pense que pour lui aussi, ça va l'aider pour ses relations futures. Mais je savais pertinemment que ça ne mènerait à rien, lui et moi. Tu l'as su rapidement quand même, j'ai l'impression. Oui. Parce que vous restez 4 jours ensemble, mais en quelques heures, tu as compris que ça allait pas le faire quand même. Tu vois tout de suite, c'est le feeling où il passe pas. Hein. Et moi, je fonctionne énormément au feeling, à l'humour, à la rigolade et aux conversations sérieuses aussi. T'étais déçue? Non. Non, je n'étais pas déçue.
T'as reçu d'autres lettres, après il y a d'autres personnes qui te Oui. contactent une fois que la diffusion Oui. elle a eu lieu? Bah, après le bilan, j'ai reçu toutes les lettres qui étaient arrivées hors délai pour le courrier. Et donc, ouais, j'ai tout lu les courriers. Je sais pas, j'avais au moins 150 courriers. Donc là, ça fait vraiment chaud au cœur. Et bah, ton estime, elle se redore un petit peu parce que tu te dis, oui, au final, oui, Nonoche, tu peux plaire, tu vois. Donc ça fait plaisir. Et dans les courriers, j'en avais un qui m'a retenu, enfin, que j'ai bien aimé, et qui habitait à 2 heures de chez moi. Donc on s'est rencontrés et tout. Et ça ne l'a pas fait non plus, mais c'est pas grave. Mais au moins, j'arrive maintenant à aller vers l'autre, alors qu'avant, je n'y allais absolument pas. Dans la rue, quelqu'un... Enfin, non, dans la rue, maintenant, je n'irai pas non plus voir quelqu'un qui me plaît. Mais je veux dire, je vais essayer de rentrer en contact avec lui, alors qu'avant, non. Il y a une sacrée avancée. Hein. Ah oui, non, complètement. Tu penses que dans l'amour et dans le pré, ce sera toujours au travers de lettres que ça se fera? Un jour, tu penses pas qu'ils vont se digitaliser, qu'il y aura des vidéos? Oh, mais il y en a déjà des vidéos, ça arrive. Moi, j'aurais bien aimé avoir des vidéos. C'est vrai? Parce que moi, je fais beaucoup attention aussi au son de la voix. La voix. Je trouve la voix, ça peut tout faire sur un mec. Et ouais, des lettres, j'aurais bien aimé. Après, c'est vrai que c'est charmant. Pas des lettres, des vidéos. vidéos. Le concept de la lettre, j'avoue, c'est charmant Ouais. quand même. Mais c'est encore plus beau une lettre écrite à la main qu'une Bah ouais, lettre parce tapée à l'ordi. On s'écrit plus Ouais. de nos jours. Non, c'est clair. Hein. C'est Mais quelque toutes chose mes qu'on a lettres, perdu. moi, elles sont rangées chez moi et je les garde. Tu les gardes en Je souvenir? les garde, ouais. Non, je les garde. Je vais pas les... Et t'as rencontré quelqu'un ou pas? Hmm. Même hors lettres. Ah bah là, c'est hors lettres. Je suis plus dans les lettres, là. J'en reçois encore, mais... C'est des gens qui habitent loin et je suis pas dans le truc de prendre le train pour aller rencontrer quelqu'un. Et je sais que moi, bah, c'est ça aussi qui a pêché avec Gaël, c'est que la distance, je supporte pas. Je peux pas, j'y arrive pas. Il y a des gens avec qui ça marche très bien, moi je sais que j'y arrive pas. Et là, aujourd'hui, je suis toujours célibataire. Mais... ça se voit. Ça se voit, Nonoche. Mais disons que mon esprit est occupé. Ah, mais t'as rencontré quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un, il n'y a rien du tout pour le moment, mais voilà. Il le sait? Oui. Il a compris? Oui. Et lui, son esprit est occupé? Je peux pas parler en son nom, mais je sais pas, on verra. Tu sais pas trop? Il y a des choses qui trahissent. Le regard, ça parle beaucoup. Le Donc corps son parle esprit, il est un peu occupé alors à lui aussi. Ok. On verra bien où ça mènera. On verra si vos esprits sont occupés en commun. Voilà, exactement. C'est ça qui est important quand même. Donc on verra bien où ça mène. Je me prends pas la tête, je vis au jour le jour. Ça fait combien de temps que vous papotez? Ça fait 3 mois. Ah bah quand même. Mais qu'on se voit régulièrement et tout. Ah. On habite à côté. Ah. Il habitait à côté même avant? Ah oui. Ah donc il était là et, Oui. et tu ne le voyais pas? Non, je connaissais pas. Pourtant, on a beaucoup de connaissances en commun, mais... C'est fou. Mm. Bon, bilan de ton aventure dans l'amour et dans le pré, bilan de ton évolution depuis la fin du tournage, la fin de la diffusion. Elle est comment la nouvelle Nonoche? Bah, déterminée à gagner toujours de la confiance en moi. C'est un vrai travail ça. Hein. Ouais. La nouvelle Nonoche, elle est à fond dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. Oui, il y a des projets, tu as ta boutique maintenant. Ouais, on est en train de monter la boutique. Boutique de quoi? Le point de vente de viande à la ferme. Il y a ma maman qui est rentrée dans l'exploitation aussi maintenant. Donc là, c'est une exploitation uniquement familiale. Et on va la tenir les deux, la boutique. On va faire nos pâtés, tous nos petits trucs ensemble. Au niveau personnel, j'ai ma maison que je suis en train de commencer à construire. Je réalise ce que j'ai envie de réaliser. C'est beau, je trouve. Non, mais en plus, tu as une détermination dans ton regard. Il faut prendre exemple sur cette détermination dans le regard. Tu vois, ça ne trahit pas le regard. Bravo, franchement, pour ton évolution, que moi j'ai suivi depuis l'amour et dans le pré. J'ai adoré d'ailleurs te regarder dans cette saison. Je suis très content d'avoir partagé cette interview en ta compagnie, Nonoche. Merci à vous, à la maison, pour votre fidélité, votre loyauté. Vous êtes aussi toujours plus nombreux et très fidèles. Ça, c'est hyper important. Moi aussi, j'ai une relation, tu vois, longue durée
avec le public depuis plus de 8 ans maintenant. Nonoche, merci pour tout. Merci à Je vais toi. continuer à te suivre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ton compte Instagram, c'est Noémie-ADP17. Tu nous donneras des news de tout ce dont tu nous as Oui. parlé. Et puis, ce sera avec plaisir pour se revoir. Vous prenez bien soin de vous, des gens que vous aimez. Et puis, on se dit à très bientôt avec une nouvelle personnalité, un nouveau témoignage en toute intimité. Bye bye.